Bienvenue à tous les passionnés d'histoire. Avant de lancer la vidéo d'aujourd'hui, nous avons une mission pour vous. Vous avez le pouvoir de choisir le sujet de notre prochain épisode sur la Seconde Guerre mondiale. Quel mystère, quelle bataille ou quel héros souhaitez-vous que nous révélions? Commentez maintenant. Mais attention, seules les suggestions des abonnés seront lues et choisies. Si votre idée est bonne, cliquez sur le bouton rouge et assurez-vous que votre voix compte sur cette chaîne. L'air mordait la peau comme des lames de glace dans la vaste étendue gelée du front de l'Est. Ce n'était pas seulement une guerre, c'était un enfer gelé. Un champ d'extermination où l'ennemi n'était pas seulement l'homme en face, mais le souffle même de la mort qui se matérialisait en flocons de neige et en vent hurlant. Décembre 1941. La Blitzkrieg, la guerre éclair qui avait balayé l'Europe, s'était arrêtée, gelée. Les machines de guerre allemandes, autrefois imparables, s'étouffaient dans la glace, leurs équipages étant désormais pris au piège. La confiance initiale, l'arrogance d'une victoire facile, fondit comme une fine couche de glace sous un soleil faible. Ce qui restait était le désespoir. Le froid de 40 degrés était un tueur silencieux, plus impitoyable que n'importe quelle balle soviétique. Gelure, hypothermie, gangrène. Les hôpitaux de campagne, improvisés dans des granges et des grottes, débordaient de corps qui n'avaient pas été blessés par des éclats d'obus, mais par l'étreinte mortelle de l'hiver russe. Le sang coagulait avant même de toucher la neige. L'odeur métallique de la poudre se mêlait à l'odeur funèbre de la chair congelée. Berlin, loin du front, bouillonnait d'une panique silencieuse. Comment vaincre un ennemi que même les armes les plus avancées ne pouvaient arrêter? Comment protéger les soldats du Reich d'une force de la nature aussi brutale? La réponse, pour certains, ne résidait pas dans la stratégie militaire conventionnelle, mais dans les recoins les plus sombres de la science. Une terrible vérité commençait à émerger. Une vérité qui allait transformer des hommes en de simples objets, des vies en données, et l'éthique en poussière. Les murmures commencèrent dans les couloirs du pouvoir. Une solution au froid, une manière d'acclimater le soldat allemand. Mais à quel prix? Qu'arriverait-il lorsque le désespoir rencontrerait la pseudo-science la plus perverse? La ligne entre la nécessité militaire et la barbarie la plus abjecte était sur le point d'être effacée. Le public sait que le danger est là, mais ceux qui étaient en première ligne, tremblants dans les tranchées, pouvaient à peine imaginer l'enfer qui les attendait, non pas de l'ennemi, mais de leurs propres camarades. Ce documentaire ne parle pas seulement de la guerre, il parle de la rupture de l'humanité. Il parle des expériences interdites, des soldats nazis utilisés comme cobayes dans des tests mortels par un froid de 40 degrés Celsius. Une histoire qui défie l'entendement, qui nous force à nous interroger sur les limites de la cruauté et de la résilience. Une histoire à laquelle peu ont survécu pour la raconter. Êtes-vous prêt à affronter la face la plus sombre de l'histoire? Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé et percer les secrets les plus sombres de l'histoire. Ce que vous êtes sur le point de voir est un rappel frappant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne doit jamais être oubliée. C'était l'été 1941. La machine de guerre allemande, un colosse d'acier et d'idéologie, marchait implacablement. La Blitzkrieg, la tactique qui avait écrasé la Pologne, la France et balayé l'Europe, pointait désormais ses griffes vers l'Est, vers l'immensité soviétique. Les soldats, jeunes et confiants, croyaient en une victoire rapide. La propagande du Reich résonnait à leurs oreilles. La Russie tomberait avant Noël. Les chars Panzer rugissaient, les Stukas plongeaient avec leurs cris terrifiants. Une force imparable, une marée de fer et de feu qui semblait destinée à submerger le continent. Mais la vastitude était traîtresse. La distance, la logistique, et puis l'ennemi le plus brutal se révéla. Non pas les balles, non pas les chars T-34, ce fut le climat. L'automne russe arriva comme un poignard glacé, transformant les routes en rivières de boue épaisse, engloutissant les camions et paralysant l'avance. La pluie verglaçante fouettait les visages. Ce qui était une marche triomphale se transforma en bourbier. La confiance, autrefois inébranlable, commença à se fissurer comme de la glace sous pression. Soudain, l'hiver, un hiver qui dévorait hommes et machines. Les températures chutèrent à des niveaux impensables. 20 degrés Celsius, puis 30 degrés Celsius, puis 40 degrés Celsius. L'huile des moteurs gelait, les fusils s'enrayaient, les bottes se désintégraient, laissant les pieds exposés à l'étreinte mortelle du froid. Le changement de fortune fut brutal, instantané. L'enfer gelé n'était pas une métaphore,
C'était la réalité crue et viscérale. L'avance s'arrêta. La blitzkrieg devint une agonie lente, figée dans le temps et dans l'espace. Les hôpitaux de campagne, autrefois préparés pour les blessures de combat, étaient désormais débordés par les victimes du froid. Plus de pertes dues aux gelures qu'aux tirs ennemis. Une honte, une humiliation. L'odeur de chair gangrenée, mêlée à la fumée âcre du charbon, emplissait les abris improvisés. Le désespoir s'installa. La certitude de la victoire se transforma en un cauchemar glacé, un piège mortel où chaque respiration était une agonie, chaque pas, un risque de mort. À Berlin, la défaite face au climat était inacceptable. L'idéologie de la race supérieure ne pouvait être vaincue par de simples éléments. Une solution était exigée, une acclimatation, une façon de rendre le soldat allemand immunisé contre le froid, de transformer la nature en allié, ou du moins en ennemi moins létal. La science, autrefois promesse de progrès, fut cooptée par un agenda macabre. Les murmures de recherche et de résistance au froid commencèrent à prendre forme, mais à un coût que personne n'osait prononcer à voix haute. Initialement, la solution au froid semblait résider dans la recherche. Mais ce qui se cachait sous la promesse de sauver des vies était quelque chose de bien plus sinistre. Un abîme éthique, la ligne, déjà ténue, entre la nécessité militaire et la barbarie scientifique, était sur le point d'être effacée. Les soldats dans les tranchées, tremblant sous le manteau blanc de la mort, attendaient des renforts, des provisions. Ils étaient loin de se douter que certains d'entre eux seraient les prochains renforts, non pas pour la ligne de front, mais pour les tables d'expérimentation. La vérité, froide et cruelle, attendait. Le cœur de l'hiver russe serrait son étreinte mortelle. Il n'y avait pas de trêve, il n'y avait pas d'échappatoire. Les tranchées étaient des tombes ouvertes, creusées dans la terre gelée, où chaque bouffée d'air était une agonie, chaque veille, une roulette russe contre l'hypothermie. L'offensive allemande était paralysée. Les chars qui déchiraient autrefois les défenses ennemies gisaient maintenant comme des squelettes d'acier figés dans le paysage désolé. L'odeur de diesel et de poudre, autrefois synonyme de puissance, se mêlait maintenant à l'odeur funèbre de corps qui ne pouvaient être enterrés, seulement empilés, rigides sous le manteau blanc. Les batailles n'étaient plus seulement menées avec des balles et des baïonnettes. C'étaient des combats au corps à corps contre le froid qui rongeait la chair, contre la faim qui tordait l'estomac. Les embuscades soviétiques étaient mortelles, mais la véritable menace rôdait dans chaque rafale de vent, dans chaque nuit sans fin. Des soldats, autrefois vigoureux, succombaient. Leur corps, consumé par l'épuisement et le froid extrême, se transformait en statues de glace, les yeux ouverts, fixés sur le néant. Un enfer gelé. Mais la mort au front, aussi brutale soit-elle, n'était pas la seule. En coulisses, une nouvelle ombre planait. Des ordres étranges commençaient à arriver. Des soldats épuisés mais toujours vivants étaient sélectionnés. Pour un traitement spécial, pour récupération, pour recherche. Les murmures se propageaient comme une maladie. Ceux qui étaient choisis ne revenaient jamais, ou revenaient différents. Une coquille vide, les yeux perdus. La terreur était palpable. Plus que l'ennemi, plus que le froid, la peur de l'inconnu de ce que leur propre commandant pourrait en faire rongeait l'âme. Parmi les civils, l'horreur était encore plus vive. Femmes et enfants, réfugiés de villages détruits, tentèrent de survivre au milieu de la destruction. Leurs maisons, maintenant des décombres fumants, ou des tas de glace et de bois, la faim était une compagne constante, le froid, un bourreau, et la guerre, un monstre sans visage qui dévorait tout. Ils voyaient les soldats allemands, autrefois arrogants, maintenant brisés et se demandaient qui serait le prochain à tomber. Que resterait-il de leur vie? Chaque jour, les défis devenaient plus impossibles. L'approvisionnement en munitions diminuait. La nourriture rationnée jusqu'à la limite de la survie. Les conséquences d'un échec étaient la mort, la capture ou, pire, la sélection. La pression sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant était écrasante. La tension ne diminuait pas. L'air était lourd de la menace imminente de quelque chose d'encore plus terrible que les bombes et la faim. Ce qui se déroulait dans des laboratoires cachés, loin des yeux du monde, était une aberration. La pseudo-science, dépourvue de toute éthique, cherchait la résistance au froid par la barbarie. Les soldats, transformés en de simples numéros, en cobayes. Le public sait que la bombe est sous la table, qui fait tic-tac. Les soldats dans les tranchées, gelés jusqu'à l'âme,
ne ressentait qu'un frisson différent, une peur qui ne venait pas de l'ennemi, mais d'une ombre qui s'étendait depuis Berlin. La vérité était froide comme la mort, et elle était sur le point d'être révélée dans toute sa cruauté. La porte du bunker se referma. Un son sourd, final. Pour les soldats ramenés du front, épuisés et tremblants, ce n'était pas un refuge, c'était un piège. Un encerclement d'acier et de béton loin des balles, mais pas de la mort. La promesse de récupération se dissipa dans une panique silencieuse. Les couloirs, froids et stériles, étaient un labyrinthe vers l'inconnu. Il n'y avait pas d'échappatoire, nulle part où courir. Le froid dehors était brutal, mais le froid qui pénétrait les murs de cet endroit était d'une nature différente, le froid de l'indifférence humaine. L'isolement était absolu, sans contact avec le monde extérieur. Sans nouvelles de la famille, l'espoir un luxe qui fondait plus vite que la neige. La pénurie de provisions dehors était une bataille contre la nature. Ici, c'était un outil, une forme de contrôle. Les corps, déjà fragilisés par la faim et l'épuisement, étaient maintenant soumis à une privation calculée. Moins de nourriture, moins de chaleur. La résistance physique et morale commençait à s'effondrer, lentement, douloureusement. Les médecins, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, se déplaçaient avec une froideur clinique, une distance brutale. Leurs yeux, vides d'humanité, ne voyaient pas des hommes, mais des spécimens, des cobayes. Les expériences commencèrent. Premièrement, le contrôle de la température. Des soldats étaient immergés dans des cuves d'eau glacée, leur corps tremblant de manière incontrôlable, les lèvres bleues, la respiration haletante. Pendant des heures, des jours. L'objectif ? Découvrir la limite de la résistance humaine au froid extrême, la limite de la vie. Les voix des civils, des hommes ordinaires, des femmes qui attendaient leurs maris et leurs enfants, résonnaient dans l'air raréfié. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait dans ces recoins glacés, mais ils ressentaient l'absence, le vide, le silence. Au front, les atrocités étaient visibles. Ici, l'horreur était invisible, scientifique, systématique. La destruction ne venait pas des bombes, mais des seringues et des thermomètres. L'effondrement moral et physique des forces n'était pas seulement dû à la bataille, mais à la trahison des leurs. Des dilemmes impossibles surgirent. Choisir entre la mort rapide par le froid ou la torture lente de l'expérimentation, entre la conformité et la résistance inutile, qui ne ferait que prolonger la souffrance. Ce qui restait de la dignité humaine était testé, écrasé, pulvérisé. Certains essayèrent de résister, une lueur de défi dans les yeux, mais la faim, le froid et la médication les brisaient. Un par un, l'esprit devenait son propre champ de bataille, où la raison était le dernier bastion à tomber. L'air, saturé de désespoir et d'odeurs chimiques, était lourd. Chaque respiration était un rappel du piège. Le temps s'étirait, faisant de chaque minute une éternité de tourments. L'audience, maintenant, comprend la bombe sous la table. Celle qui promettait de sauver les soldats, mais qui, en réalité, les condamnait à un sort bien pire que la mort sur le champ de bataille. La terreur n'était plus une menace lointaine, c'était une réalité palpable, présente, dans chaque fibre, dans chaque cellule. Le principe de l'effet Zeigarnik opérait sous sa forme la plus cruelle. Les survivants, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, portaient les souvenirs de leurs compagnons dont les histoires ne seraient jamais complétées, dont les vies ont été interrompues, non pas par un ennemi au combat, mais par une science qui s'est perdue dans l'obscurité. Le mystère initial, la question de la solution au froid, était répondue par une vérité qui gelait l'âme, plus que l'hiver russe. Et le pire était encore à venir, le pire était encore à venir. L'obscurité n'était pas la fin, c'était le prélude. La lumière rouge pulsait, comme un cœur mourant, révélant l'enfer qui s'installait. Les couloirs, auparavant seulement froids, ressemblèrent maintenant à des tunnels vers l'abîme. L'air lourd et métallique portait l'odeur de désinfectant mélangée à la sueur de la peur et maintenant à l'odeur reconnaissable de chair brûlée. Les gémissements devinrent plus audibles. Ce n'étaient plus des murmures, mais des cris étouffés. La recherche avait atteint son apogée. Les expériences passèrent à un niveau de cruauté inouï. Il ne suffisait plus de congeler. Il fallait tester la réactivation. Des soldats au bord de la mort par hypothermie étaient soumis à des méthodes brutales de réchauffement. Certains étaient jetés dans des baignoires d'eau bouillante, la peau réagissant avec des cloques monstrueuses, les corps convulsants d'agonie. D'autres, forcés d'étreindre des femmes nues,
amenés de camps de concentration dans une tentative grotesque de chaleur animale, déshumanisant toutes les personnes impliquées de manière abjecte. La dignité s'évanouissait. La vie devenait une simple donnée dans des graphiques macabres. Le rythme était frénétique, impitoyable. Chaque minute était une éternité de tourments. Les médecins, désormais avec des gants tachés, se déplaçaient avec une efficacité effrayante. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de remords, seulement la quête obsessive de connaissance. Les cris étaient étouffés par les murs épais du bunker, mais l'écho de la douleur résonnait dans le cœur des quelques-uns qui conservaient encore un soupçon de conscience. Un soldat, dans un ultime acte de désespoir et de fureur, tenta d'attaquer un de ses bourreaux, ses yeux injectés de sang et de haine. Il fut rapidement maîtrisé, sa résistance, écrasée avec une brutalité froide, un rappel du pouvoir implacable qui les tenait prisonniers. Les décisions des commandants, des scientifiques qui opéraient cet abattoir étaient calculées et inhumaines. Si le sujet ne répond pas au réchauffement, jetez-le. Nous avons besoin de données pures. Les mots étaient prononcés avec la même indifférence que l'on parlait du temps qu'il faisait dehors. Le coût humain, non pertinent. Chaque mort n'était qu'un point sur une courbe, une ligne sur un graphique qui cherchait une solution au froid. Des soldats qui avaient affronté des balles et des chars mouraient maintenant aux mains des leurs, au nom d'une science pervertie. La reddition n'était pas un choix, c'était une inévitabilité. Les corps lâchaient, les esprits se brisaient. Ceux qui survivaient le faisaient comme des coquilles vides, les yeux sans éclat, les âmes déchirées. La vision de leurs compagnons torturés, morts, jetés, s'inscrivait dans leur mémoire comme un enfer particulier, un tourment qu'aucune guerre conventionnelle ne pourrait égaler. L'odeur de sang et de produits chimiques était le parfum de la mort lente et scientifique. Le point culminant ne fut pas une explosion, mais un étouffement, une noyade lente dans l'obscurité de la cruauté humaine. La tension, autrefois imminente, était maintenant une réalité écrasante. Il n'y avait plus de suspense quant à ce qui allait se passer, seulement la certitude de l'horreur. La ligne entre la vie et la mort, entre la raison et la folie, avait été effacée. Ce qui restait était la question, qui serait le prochain à être brisé? Et plus important encore, qu'adviendrait-il des leçons apprises dans cet abîme? L'obscurité a englouti le bunker, mais la fin des expériences ne signifiait pas la fin du tourment. La guerre, finalement, se termina. Les machines de mort se turent. L'hiver russe céda la place au printemps. Mais pour les survivants de l'enfer gelé, pour ceux qui ont eu le malheur de réussir les tests, la paix ne viendrait jamais. Leur corps, marqués par des cicatrices grotesques de brûlures et de gelures, n'étaient que la partie visible de la dévastation. La vraie guerre, la plus brutale, se déroulait à l'intérieur de leurs esprits. Peu ont survécu, très peu, et chacun d'eux était un fantôme. Non pas des héros de guerre, mais des victimes d'une science pervertie. Le trauma était un parasite. Le bruit d'un robinet qui goutte pouvait évoquer la terreur de l'eau glacée, l'odeur de désinfectant, la peur du laboratoire. Le froid, qui était autrefois l'ennemi du front, était maintenant un déclencheur pour les cauchemars les plus vifs. Ils portaient le poids des compagnons qu'ils avaient vus mourir, dont les cris résonnaient encore à leurs oreilles, même des années plus tard. L'identification était profonde. Le public, maintenant, devrait ressentir l'écho de cette souffrance. Les camps de prisonniers furent remplacés par des hôpitaux psychiatriques. Pour ceux qui eurent le malheur de supporter les tests, la liberté était une illusion. Prisonniers de leurs propres esprits, revivant le tourment, ils étaient les témoins silencieux de la barbarie. Leurs histoires, fragmentées et terrifiantes, étaient un cri muet contre l'arrogance. L'arrogance militaire qui sous-estima la nature, l'arrogance scientifique qui se crut au-dessus de l'éthique humaine. Le Reich, avec son idéologie de supériorité, avait transformé ses propres soldats en objets jetables, en données pour une obsession maladive. Les conséquences résonnèrent pendant des années, des décennies. La vérité, froide et brutale, ne put être contenue pour toujours. Les procès de Nuremberg révélèrent au monde l'étendue de la dépravation. Les médecins de la mort, ceux qui opéraient avec une froideur clinique dans le bunker, furent tenus responsables, non pas pour des blessures de guerre, mais pour des crimes contre l'humanité. Leur défense était vide, leur justification monstrueuse. Ils alléguaient la nécessité militaire, la recherche vitale. Le monde écouta, choqué et condamna. L'héritage historique est une sombre alerte,
une cicatrice sur l'âme de l'humanité. Les dangers de l'arrogance militaire et scientifique, la force inébranlable de la résilience humaine face à la barbarie et le coût insupportable de décisions stratégiques erronées qui déshumanisent le peuple lui-même. La mémoire collective, perpétuée dans les livres, les films, les témoignages, maintient vivante le souvenir que les cicatrices restent sur la terre et dans l'âme. Dans chaque morceau de neige qui fond et révèle le sol, dans chaque souffle de vent qui murmure des histoires oubliées. Mais la tension ne meurt pas. La leçon, aussi claire soit-elle, est fragile. L'histoire, un écho, non une sentence. Combien de fois l'humanité s'est-elle retrouvée au bord de l'abîme, répétant des erreurs passées au nom d'idéologie, de sécurité, de progrès. Le danger n'est pas seulement dans le passé. Il guette dans les ombres du présent, dans l'indifférence, dans la déshumanisation. La possibilité de répétition de l'histoire est un frisson qui parcourt l'échine, un rappel que l'enfer gelé n'est pas seulement un chapitre lointain, mais une parabole éternelle sur les limites de la cruauté humaine. La question demeure silencieuse et persistante. Sommes-nous vraiment immunisés contre le murmure de l'abîme, ou la bombe, bien qu'invisible, continue-t-elle de faire tic-tac sous la table? Le doute planait, lourd, froid. La bombe, invisible, continuait de faire tic-tac sous la table de l'histoire. Ceux qui sortirent de l'enfer gelé du bunker, les rares qui respiraient encore, portaient un hiver dans leurs âmes. Le froid n'était plus externe. C'était un blizzard interne, gelant l'espoir, la confiance, la capacité même de ressentir la chaleur humaine. Il n'y avait pas d'échappatoire à cette prison mentale. Les murs du laboratoire avaient peut-être été démolis, mais l'écho des aiguilles et des cris étouffés demeurait. Une cicatrice que le temps, aussi cruel soit-il, ne pouvait effacer. La société a tenté de tourner la page, reconstruire des villes, redresser des nations. Mais comment reconstruire la psyché d'un homme qui a été réduit à un numéro, à un graphique de température? L'identification était inévitable. Leurs histoires, lorsqu'elles étaient enfin racontées, murmurées lors de nuits blanches, balbutiées lors de séances de thérapie, étaient un témoignage de la fragilité humaine, de la facilité avec laquelle la ligne entre la civilisation et la barbarie peut être franchie. Le public ressentait le frisson. La peur que, sous certaines conditions, n'importe qui pourrait être la cobaye, ou le bourreau. L'héritage devint une bataille en soi, une guerre contre l'oubli, contre la négation. Ceux qui ont survécu, beaucoup d'entre eux brisés, sont devenus les gardiens d'une vérité insupportable. Ils ne pouvaient pas se taire, ils ne pouvaient pas permettre que le sacrifice, la torture insensée, soient vains. Leurs voix, aussi faibles soient-elles, se sont unies en un chœur d'avertissement. Une amère récompense pour leur souffrance, la chance d'alerter les générations futures. Le suspense, le monde allait-il entendre? Ou l'appel de la raison serait-il noyé par le bruit de l'indifférence? Les « expériences interdites » sont devenues un symbole, non seulement de la cruauté nazie, mais de la capacité de l'humanité à se déshumaniser au nom d'une idéologie, d'une science pervertie, un monument invisible érigé à la mémoire des victimes. Chaque livre écrit, chaque documentaire produit, chaque mémorial érigé n'était pas seulement un enregistrement, mais un cri contre le silence, contre l'amnésie historique. Ce qui semblait être une pause dans la narration, un moment de réflexion, était en réalité un cliffhanger encore plus profond. La leçon a-t-elle vraiment été apprise? L'arrogance militaire et scientifique qui mena à ces abîmes de douleur n'est pas morte avec la fin de la guerre. Elle s'est transformée. Elle s'est adaptée. Le principe de l'effet Zeigarnik se manifeste ici dans l'histoire même de l'humanité. Les chapitres de barbarie sont constamment rouverts. La promesse de plus jamais ça est une histoire incomplète, une question sans réponse définitive qui nous hante. La peur de la répétition n'est pas un fantôme du passé, c'est une ombre qui s'allonge dans le présent. De nouveaux dilemmes surgissent. De nouvelles frontières éthiques sont testées. La science, un outil puissant, peut être une bénédiction ou une malédiction, selon les mains qui la manient. L'histoire des expériences dans la glace n'est pas seulement un récit d'horreur, mais un miroir qui reflète les choix que nous faisons aujourd'hui, les concessions, les silences. Ce que nous sommes prêts à sacrifier au nom du progrès ou de la sécurité. La question centrale, lancée au début, résonne maintenant avec une urgence encore plus grande. Que se cache réellement sous la surface de notre civilisation? La narration, comme la vie, est une série de cliffhangers et de récompenses. La récompense pour revisiter cet enfer est la clarté.
Mais le cliffhanger est l'incertitude. L'incertitude quant à l'avenir. L'incertitude quant à la nature humaine. La tension est constante, parce que la vérité est froide et coupante comme l'air du front de l'Est, et que l'hiver de l'âme peut revenir à tout moment, n'importe où. La mémoire est la seule armure. Mais est-elle suffisante? L'héritage des expériences interdites n'est pas seulement un chapitre clos, mais un spectre qui hante les décisions contemporaines, murmurant sur les dangers de la déshumanisation. Le monde, dans sa complexité, continue d'affronter les échos de cette époque. La bataille contre l'indifférence est incessante. À chaque nouvelle crise, à chaque nouveau conflit, l'humanité est mise à l'épreuve. Les lignes éthiques, si durement gagnées après une telle barbarie, sont constamment remises en question. L'histoire nous enseigne, mais ne nous garantit rien. Elle nous offre les cartes de l'abîme, mais c'est nous qui choisissons les chemins. Le froid du front de l'Est a peut-être été vaincu sur le champ de bataille, mais l'hiver moral de l'humanité, la capacité d'infliger de la souffrance au nom d'une cause, demeure comme une menace latente. Le suspense n'est pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui peut encore se passer. L'hiver moral de l'humanité. Voilà la véritable cicatrice. Les expériences interdites ne sont pas seulement une tache dans l'histoire, mais un miroir glacé. Ils reflètent la capacité d'un système, d'une idéologie, à dépouiller l'homme de son humanité même. Des soldats réduits à des cobayes, des corps, de simples données, des âmes, gelées. L'air mordait la peau, non seulement par le froid de 40 degrés C, mais par la lame affûtée de l'indifférence. Une indifférence qui a permis l'innommable, qui a transformé la science en outil de torture et le champ de bataille en laboratoire. Mais, au milieu de la désolation, un fil de lumière, la résilience. Le courage inébranlable de ceux qui, même face à la mort scientifique, ont résisté en esprit, non pas avec des armes, mais avec la force silencieuse de l'esprit humain. Leurs histoires, un cri muet, résonnent à travers le temps. Un rappel que, même lorsque la barbarie tente de régner, la flamme de la dignité peut obstinément persister. Une étincelle dans l'obscurité, un souffle de vie dans un enfer gelé. La guerre est un abîme, et les expériences, l'une de ses faces les plus hideuses. Elles nous forcent à confronter la question primordiale. Que signifie être humain? Et que se passe-t-il lorsque nous oublions cette essence? La mémoire est notre seule défense contre le retour de l'obscurité. Ce n'est pas une arme, mais un bouclier forgé avec les larmes de ceux qui ont souffert, avec le sang qui a taché la neige, avec les échos des cris que le vent porte encore. La leçon est claire, mais complexe. L'arrogance se déguise. La déshumanisation commence par de petits pas. L'histoire de la guerre dans la glace n'est pas un point final, mais une virgule dans une narration continue, une narration sur les choix, sur le bien et le mal, sur la capacité d'apprendre ou d'oublier. L'air mordait la peau comme des lames de glace dans la vaste étendue gelée du front de l'Est. Mais la vraie bataille n'était pas seulement contre le froid, mais contre la perte de l'âme. C'est la vérité qui se cache sous la surface de notre civilisation. Une vérité qui exige une vigilance constante, un rappel éternel de ce qui se passe lorsque l'éthique se dissout sous le poids d'une idéologie perverse. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé, comprendre le présent et façonner l'avenir. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage à travers le passé. La question centrale, qui a intrigué le public depuis le début, persiste. Que se cache réellement sous la surface de notre civilisation? Et sommes-nous prêts à affronter la réponse lorsque la glace fondra?